Après cette longue pause, 40 minutes, nous pouvons reprendre nos travaux. Et nous allons dans ce moment en Portugal et dans l'Amérique, je crois aussi, avec Jacqueline Herman de l'Université de Rio de Janeiro. Je voudrais avant tout m'excuser pour mon français et vous demander de la patience car je vais vous lire ma conférence en français, ce qui ne sera pas facile ni pour vous ni pour moi, en dépit de tout mon effort. Je voudrais tout d'abord vous remercier l'invitation à ce colloque et du privilège de me retrouver parmi un groupe distingué de spécialistes dans une institution si prestigieuse. Pour parvenir à l'analyse spécifique du phénomène sébastianiste, tel que je le comprends encore aujourd'hui, je commencerai par présenter les personnages et les contextes qui a donné lié à l'un des messianismes royaux les plus longs que l'on connaisse. Associé au nom du roi portugais à la triste mémoire, l'attente réitérée du retour du roi Sébastien peut être comprise comme la résultante d'un ensemble varié de questions, motifs, peur et espoir. Tout cela s'est articulé à un moment particulier de la vie sociale, politique et culturelle de la péninsule ibérique, et spécialement du Portugal, après la défaite portugaise au Maroc en août 1578. Né en janvier 1554, quelques jours après la mort précoce de son père, Sébastien a été surnommé le Désiré. Il avait à peine 3 ans quand il est devenu roi du Portugal et pendant les 11 années de sa minorité et de la régence, il a grandi au sein des intrigues du palais. Celle-ci avait partagé la cour en deux groupes, l'un ayant à sa tête sa grand-mère et tutrice, la reine Catherine d'Habsbourg, qui s'est maintenue au pouvoir pendant les 5 premières années. Pour la période suivante, la régence a été prise en charge par le cardinal Henri, le grand-oncle du futur souverain et chef de file de l'autre partie. Sébastien a assumé la direction du royaume qu'en 1568. Cette longue période d'instabilité politique coïncide avec le recul de la politique expansionniste portugaise démarrée au XVe siècle. L'abandon progressif des domaines d'Afrique du Nord qui avait déjà commencé à la fin des règnes du roi Manuel et un plus grand investissement dans la place de l'Orient indiquait un changement important dans la politique portugaise en Outre-mer. Ce changement a cependant rencontré une forte résistance de la part de ceux qui stimulaient la reprise de l'ancien et très osé rêve de fondation d'un empire catholique et portugais au cœur du Maghreb. L'importance de la présence portugaise en Afrique du Nord se rapportait sans doute à une ancienne mission mise en valeur dans les chroniques du XVe siècle qui ont reformulé l'un des événements fondateurs de l'histoire portugaise. Je fais référence à un autre combat, celui-ci sur le sol portugais, qui a été appelé le miracle d'Auric. Une bataille gagnée au XIIe siècle par Alphonse Henri, le premier roi portugais, en dépit de l'armée immense et disproportionnée de son opposant musulman, et dont le succès a été expliqué par l'apparition du Christ à Alphonse à la veille du combat.
Ces faits improbables auraient alors signalé les caractères sacrés de son règne et de sa mission d'expansion du monde catholique. 2 siècles plus tard, un autre triomphe semblait confirmer la grandeur du royaume, la victoire de Jean, le futur roi Jean Ier, dans la guerre contre la Castille en 1385, qui a marqué les débuts de la glorieuse dynastie d'Avise et scellé la souveraineté portugaise. Sébastien avait reçu en héritage la reprise de ses projets triomphants d'autrefois et déjà épuisés au XVIe siècle. Après une décennie de régence, toujours entouré de familiers, conseillers et confesseurs bien plus âgés, lorsqu'il succède des faits à son grand-père, Sébastien s'éloigne de sa grand-mère et s'y rapproche de jeunes nobles aussi inexpérimentés que lui. Les analyses que, toujours après la défaite au Maroc, essaient de voir dans le comportement de Sébastien une inclination presque génétique pour la guerre contre les infidèles, prévoyant son inévitable dénouement, sont les mêmes qui soulignent l'insanité et l'irresponsabilité de jeunes rois dans la défaite catastrophique du Portugal en Afrique. Sa culpabilité serait encore aggravée par la décision de conduire lui-même son armée sur le champ de bataille, sans avoir laissé des héritiers au trône. Sébastien, en effet, était célibataire et ses difficultés à conclure un contrat matrimonial, c'est un vaste sujet sur lequel je ne me pencherai pas ici, mais qui a certainement fait partie d'un ensemble varié d'actions d'Espagne en vue de la unification politique de la péninsule ibérique. Il reste que ces 2 événements fondateurs, la victoire sur les musulmans à Auric et la conquête de la souveraineté sur la Castille, ont été directement et profondément atteints par les désastres portugais à Alcácer Quibir. Malgré l'insistance de l'historiographie sur les caractères belliqueux de Sébastien, le fait est que la décision de mener la bataille était directement liée à la crise politique au Maroc en 1576. Elle était donc étrangère aux affaires de son royaume. Le roi a été mêlé à la question marocaine par son oncle, le roi Philippe II d'Espagne. Recherché par les shérifs africains, évincé du pouvoir, Philippe II, en évitant d'être directement mêlé à la question, l'a recommandé à Sébastien. Et bien qu'à la veille du combat, Philippe II ait essayé de dissuader son neveu de l'aventure africaine, il semble impossible de dédouaner de sa participation dans les contextes ayant précédé la décision de Sébastien de partir à la guerre. On peut dire la même chose à propos du non-maintien de la promesse de renfort pour la bataille et des ajournements successifs de la réponse sur le mariage de Sébastien avec Isabelle Claire et Eugénie, l'aînée du roi espagnol. La reine et grand-mère de Sébastien, Catherine d'Habsbourg, très déçue, est morte quelques mois avant la bataille qu'elle a toujours réprouvée. Également opposé à cet engagement, l'arrière-oncle, le cardinal Henri, désolé, a trouvé refuge dans un monastère à l'extérieur de Lisbonne. Avec environ 22 000 hommes,
parmi lesquels des nobles portugais, des sujets et des mercenaires, le roi Sébastien est parti pour l'Afrique en juin 1578. Le 4 août, il est disparu dans les sables de l'Afrique du Nord et ses deux opposants marocains ont été tués, l'un par les armes, l'autre noyé. C'est la raison pour laquelle Alcácer Quibir est aussi appelée la bataille des trois rois. La nouvelle du désastre apporté par les émissaires de Philippe II est arrivée d'abord en Espagne. Aussitôt qu'elle a été confirmée, le cardinal Henri a quitté sa retraite et, bien que vieux et malade, il a pris la direction du royaume, d'abord comme gouverneur, ensuite comme roi, le dernier de la dynastie David. Entre 1578 et 1580, l'année de la mort du cardinal, une âpre dispute sur la succession a eu lieu. Trois principaux concurrents y ont pris part, tous des petits-enfants d'Emmanuel. Philippe II d'Espagne, l'oncle de Sébastien, Catherine de Bragance, cousine du roi disparu, et Antoine de Portugal, prieur de Crato, lui aussi un cousin, mais bâtard. La force militaire et les négociations politiques et diplomatiques, y compris auprès du pape, ont été décisives pour Philippe II. Et encore que le prieur de Crato ait osé résister en ayant recours aux armes, l'issue était inévitable. Les frontières du Portugal ont été encerclées et Philippe II a été proclamé roi du Portugal en avril 1581. Après des années passées à Lisbonne pour consolider les liens avec les sujets portugais, Philippe II est retourné en Espagne. Peut-être que son départ aidait à expliquer l'apparition l'année suivante du premier faux Sébastien dans le nord-est de Portugal, sur la frontière avec l'Espagne, en 1584. C'était la première fois que les Portugais se voyaient de fait sans roi. En ce qui concerne ce premier cas, peu documenté, nous ne connaissons même pas le nom du faussaire. D'origine humble, installé dans un ermitage, il a commencé à recevoir la protection d'une veuve d'Alcácer Quibir qui lui rendait visite et de laquelle il aurait reçu de l'argent et des bijoux. Il a été emprisonné et a dû expliquer l'origine de ses biens. Ensuite, une fois libre, il racontait l'histoire d'Alcácer Quibir et disait parler la langue des infidèles. Il faisait mention des nobles et des religieux morts à la bataille et n'a pas tardé à être dénoncé comme imposteur. Il disait, ou ses partisans disaient, qu'il était le roi disparu au Maroc. Il a été condamné aux galères, peut-être parce qu'il s'agissait du premier cas de genre. Il n'a pas été perçu comme une menace plus concrète au pouvoir de Philippe II. L'année d'après, en 1585, l'avènement d'un autre prétendant à Ericeira, une localité près de Lisbonne, témoignait d'une certaine dissémination de l'attente du roi Sébastien. Le cas du faux d'Ericeira
comme il allait être connu, a eu davantage de répercussions et de popularité. Également d'origine humble, il vivait un ermite pénitent. Les habitants de la région ont commencé à lui rendre visite. Il est allé plus loin. Ayant reçu l'appui d'enseignants locaux, il s'est employé à former une cour qui a connu un simulacre d'acclamation, de reines et de concession des titres et, les plus graves, de l'incitation à la lutte contre les Castillans. Comme il réunissait un nombre croissant d'adeptes, les rumeurs sont arrivées jusqu'à Lisbonne et très vite le groupe a été réprimé, en partie anéanti. Le faux roi Mateus Álvares a été accusé de crimes de lèse-majesté et, après avoir avoué les plans de prendre Lisbonne, il a subi l'écartèlement et son corps morcelé a été exposé aux 4 portes de la ville. Le troisième cas a eu aussi une assise politique et anticastillane évidente. La supercherie a été conçue dans un monastère à Madrigal, dans les territoires de la Castille, assez loin de la frontière portugaise, par un moine de l'ordre des Augustins. Frère Miguel dos Santos avait été emprisonné et banni à cause de sa participation dans la résistance à Philippe II au Portugal en 1580. Nous le retrouvons 10 ans après comme vicaire de le monastère des Augustins à Madrigal, où il était aussi le confesseur d'une Habsbourg, une nièce bâtarde du roi espagnol. Il a mystifié la nonne avec l'histoire d'un pâtissier qui rendait service au couvent en lui faisant croire qu'il s'agissait du roi Sébastien. Frère Miguel déclarait ne jamais avoir cru à la mort de Sébastien jusqu'à ce qu'il ait rencontré le pâtissier et qu'il ait reconnu en lui le désiré. Le cas a été découvert en 1594 avec l'arrestation du pâtissier en possession d'argent et de bijoux, peut-être ceux de la religieuse, peut-être pour soutenir la cause des faux rois. Outre les biens illicites, des lettres compromettantes ont été trouvées en possession du faussaire et ont incriminé la nièce de Philippe ainsi que frère Miguel dos Santos. La conspiration déjouée, la nonne a été enfermée dans un autre couvent et le pâtissier Gabriel de Espinosa ainsi que frère Miguel ont été mis à mort en 1595. Il est possible de voir comment l'arc de dispersion de l'information sur les retours du roi Sébastien s'élargissait. Il semblait s'étaler sur la péninsule ibérique, mais il irait encore plus loin. Après les cas du dernier faussaire, des rumeurs sur la possibilité que le roi Sébastien était encore en vie à Venise ont commencé à circuler en 1596. En prenant l'air d'une conspiration internationale, un mouvement de plus grande envergure allait réunir des Portugais exilés et persécutés par les forces espagnoles, des Calabrais et des Vénitiens dans l'aventure sébastianiste la plus osée depuis les débuts de la soumission du Portugal à l'Espagne. En 1598, l'année de la mort de Philippe II, comme les rumeurs ont pris de l'ampleur, selon certains auteurs,
Les deux événements peuvent être mis en rapport. Le fait est que ce nouveau cas a compté en tant que protagoniste avec un personnage cher à l'établissement de l'attente sébastianiste dans l'écriture. Je fais référence au gentilhomme João de Castro, considéré comme le mentor de ce qui j'ai appelé le sébastianisme lettré. Non seulement il a été directement impliqué dans les projets de reconnaissance du faux roi retrouvé à Venise, mais il a aussi disséminé des informations, cherché des fonds et des appuis capables d'affermir la cause qu'il avait épousée sans hésitation. Plus encore, dès la fin de la décennie de 1580, il avait commencé à écrire sur la reprise des passés glorieux du Portugal et à étudier les textes prophétiques. Ensuite, il est allé jusqu'à écrire une histoire de la vie du roi Sébastien et en y incluant les faits mystérieux et sacrés à même d'expliquer la survie du roi portugais après Alcácer Quibir. La trajectoire de João de Castro ressemble à celle d'autres résistants et persécutés par les forces espagnoles qui s'étaient réfugiés dans les royaumes comme la France et l'Angleterre, des notoires adversaires de Philippe II. Installé à Paris, Castro voyait dans le cas de Venise la possibilité d'accomplissement des prophéties qu'il essayait de déchiffrer. Mais son engagement a été bien concret aussi. Il est allé jusqu'à Venise et jugeait possible que le Calabrais Marco Tullio Catizone, qui ne parlait même pas portugais, peut être le roi Sébastien. Je ne pourrais pas m'arrêter sur cette aventure plus en détail, mais le dénouement de cette nouvelle fraude est facile à deviner. Après l'échec des pressions faites par les Espagnols pour les autorités de la République de Venise livrer les prisonniers aux forces castillanes, les partisans des faux rois calabrais ont essayé de les soustraire de Venise. Ils ont été cependant saisis et expulsés de la ville et ont fini emprisonnés à Florence en 1601. Des années plus tard, finalement livrés à la justice espagnole, le Calabrais a été mis à mort, de même qu'une partie de ses partisans. Nous ne savons pas exactement quand João de Castro a abandonné la cause du Calabrais, mais il est certain qu'il était déjà de retour à Paris de 1602 quand il y a publié un discours sur la vie du roi Sébastien adressé aux nobles, aux religieux et au peuple portugais, en expliquant comment le roi Sébastien déguisé avait réchappé de la guerre au Maroc. Les discours affirmaient que le roi était bien vivant et qu'il préparait son retour au Portugal au moment opportun. L'année suivante, à la date de clôture de la période que j'ai proposée pour cette communication, Castro a publié paraphrases et accords de quelques prophéties de Bandarra, cordonnier de Trancoso. C'est un texte fondamental pour les études sébastianistes parce qu'il s'agit de la publication commentée d'un recueil de vers attribué à un noble cordonnier.
Pour Castro, ces cordonniers auraient anticipé, avant même la naissance du roi Sébastien, les retours d'un roi caché portugais pour unifier et conduire un empire catholique, le 5e empire du monde. Outre le fait d'avoir pris les cordonniers pour un véritable prophète et d'avoir vu dans ce vers le signalement du roi Sébastien comme le roi caché attendu, Castro avait fait imprimer les vers qui sont devenus des prophéties du sébastianisme. Les chemins qui ont conduit Castro aux écrits du cordonnier sont obscurs. On ne peut même pas savoir s'ils étaient ou pas des originaux. Toutefois, un aspect essentiel doit être remarqué. L'origine probablement judaïque du cordonnier, prophète, l'un des premiers condamnés par l'Inquisition portugaise. Et j'appelle essentiel parce que je crois que le profond et ancien enracinement de la croyance en roi Messie, enracinement, de la culture et de la religion judaïque dans le monde ibérique est à la base de la formation de la croyance à un roi Messie. Malgré que nous ne puissions pas affirmer que le cordonnier était un nouveau chrétien, il est certain qu'il avait vécu parmi des nouveaux convertis au catholicisme, plusieurs d'entre eux ayant été dénoncés et condamnés pour judaïsme. Castro a opéré une sorte de christianisation de l'attente messianique qui a transformé un roi catholique en Messie et capable de rétablir la grandeur de Portugal. Les 4 cas de faux roi Sébastien indiquaient au début de l'Union ibérique des aspects communs quant à la structure de l'attente. Le roi Sébastien serait vivant, caché, peut-être en train d'accomplir un sacrifice quelconque pour purger ses fautes dans la défaite africaine, mais aussi en train de préparer son retour pour délivrer le Portugal de ses ennemis. On ne peut pas dire que tous ceux qui ont été associés à ces impostures y ont pris part pour des raisons politiques claires. Beaucoup d'entre eux ont certainement obéi à des enjeux personnels. Ceci montrait d'ailleurs comment la vie des palais était envisagée et désirée par des hommes et des femmes qui n'avaient peut-être jamais vu les rois. Il est également possible de penser que l'adhésion à l'attente du roi se soit établie sur l'attente concrète de la plupart des familles du royaume, car, selon un chroniqueur de l'époque, une grande majorité attendait le retour d'un père, d'un fils, d'un frère ou d'un mari de l'Afrique du Nord. Dans les premières années après la bataille, la possibilité du retour du roi pouvait signifier aussi le retour des familiers et la restauration d'un temps de paix. João de Castro, à son tour, et selon son expérience personnelle aussi, est passé de la politique à prophétie et dans un contexte de guerre des religions et de changements politiques, a façonné une version portugaise pour l'ancien mythe du roi caché, ou l'empereur de dernier jour, ou le Messie, selon les différentes croyances. Nous savons bien que le roi Sébastien n'a pas
étaient les seuls à être attendus dans ces contextes. Yves-Marie Bercé, dans son livre Les rois cachés, a étudié en plus du cas portugais celui du prince russe Dimitri, l'héritier potentiel de la couronne impériale russe, mort et ressurgi 6 ans après pour reprendre son trône, ainsi que celui de l'apparition en 1595 d'un prétendu fils du roi français Charles IX, mort une vingtaine d'années auparavant. Que ces essais russes et français aient été influencés par les rumeurs disséminées à partir des antécédents portugais, c'est difficile de le dire pour le moment. Mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est la présence de ces idées, espoirs et complots dans l'Europe de ces temps-là, indiquant la reprise ou la reformulation de l'ancien mythe des rois cachés, rien de nouveau comme nous le savons. Quoi qu'il en soit, la longévité du cas de Sébastien l'a rendu exemplaire d'un messianisme royal ayant dépassé les contextes immédiats de son surgissement. Dès les premières années de l'Union ibérique, il a réuni des femmes et des hommes, simples ou lettrés, et mélangeant des expectatives personnelles et politiques dans un cadre d'incertitude, de paix et d'espoir. Le sébastianisme, c'est un phénomène diffus qui s'est adapté à de différents contextes et qui a continué de traduire la nostalgie et l'attente portugaise du retour à un passé glorieux jamais récupéré. Ni secte religieuse, ni projet politique, peut-être que son caractère plastique et adaptable lui a permis de survivre en tant qu'attente pacifique des temps meilleurs. En tant que production culturelle et politique, il a conjugué des aspects variés et parfois contradictoires de l'histoire portugaise, comme la culture juive interdite et la christianisation du roi Messie, un décor politique particulièrement grave et imprévisible. João de Castro, l'inventeur du sébastianisme lettré, a bien traduit les tensions présentes dans la transition du XVIe au XVIIe siècle, quand l'Europe assistait à la sacralisation du pouvoir et à la politisation de la religion. Merci.